Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour dans les vraies voix, ça parle, hein. Ça parle toujours. Vous avez lancé un sujet, Philippe Bilger, voilà, mais c'est intéressant. Un sujet d'une importance capitale. Non, mais vous avez raison, c'est important d'en parler parce que et puis ça change un peu. Ouais, oui, on sort de la politique. C'est vrai que ça change un petit peu. Il rentrait rapidement. J'ai dit qu'il avait chanté à la fête de l'UMA d'ailleurs. Oui. Une année, il avait chanté là-bas. Absolument. Donc Philippe Bilger est avec nous, Caroline Pilastre et puis Jean Dorido que vous venez d'entendre. Et on va revenir à ce qui s'est passé à la France Insoumise. C'est un petit peu compliqué en ce moment puisque le député Emmanuel Maubert s'apprête à prendre la tête du parti. Ça ne fait pas plaisir en tout cas. Les autres membres depuis longtemps, qui sont des proches de Jean-Luc Mélenchon, Clémentine Autain en a parlé, François Ruffin aussi, tout le monde s'est exprimé, donc c'est un petit peu compliqué. On va en parler avec notre invité qui est avec nous. Bonsoir Bruno Cotresse. Bonsoir Bruno. Vous êtes politologue, chercheur au CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po. Juste avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, forcément, là, c'est le clash. La famille se disloque. Si vous le permettez, Cécile, je vais développer un point de vue et qui sera en même temps une question à notre invité. J'ai noté que l'argumentation de la France Insoumise, c'est de dire ça n'est pas parce qu'on est médiatisé qu'il faut qu'on soit dans la coordination et que d'autre part, ça c'est un peu offensant, ces personnalités médiatisées n'ont pas forcément une compétence dans un certain secteur et donc je ne vois pas pourquoi elles entreraient dans la coordination. Est-ce que, Bruno, ça n'est pas une manière au fond très élégante ou à peu près élégante de les expulser du centre de décision parce qu'elles risquent de déranger et de porter ombrage à Jean-Luc Mélenchon? Bruno Cotresse. Et on a vu les réponses très courageuses de Clémentine Autain. C'est certain que dans une formation politique, quand il y a des postes à distribuer, des organes de décision à remplir, ça fait souvent des frustrés, des malheureux qui disent « j'aurais dû y être ». Et c'est vrai qu'on recherche toujours à ce moment-là des explications un peu polies. Alors c'est vrai que si on regarde sur le fond, la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon ont beaucoup bénéficié en 2022 d'une capacité à faire campagne dans les banlieues, dans les territoires, à être très ancrés. Et émerger de tout ceci, peut-être aussi l'idée qu'il fallait un mouvement politique qui sache aussi faire des renouvellements, peut-être des nouveaux visages. C'est vrai que c'est un vrai enjeu politique pour toutes les formations politiques. Nos partis politiques français ont malheureusement une faible capacité à faire apparaître de nouveaux visages. Et peut-être que c'est aussi ça l'idée, avec évidemment, vous avez raison Philippe, vous avez raison, il y a quand même toujours l'hypothèse de la candidature Mélenchon en 2027. Le retrait peut-être temporaire d'Adrien Quatennens, qui était vu comme un peu un successeur naturel, de ce point de vue-là, a sans doute aiguisé beaucoup les appétits. En ce qui concerne Manuel Bompard, il faut rappeler que Manuel Bompard est non seulement un rouage essentiel, mais qu'il a joué les premiers rôles à la fois pendant la campagne présidentielle et surtout dans la négociation de la NUP, dont il a été l'un des principaux artisans. Donc c'est pas non plus très étonnant de voir Manuel Bompard aujourd'hui en position numéro 1 ou 1 bis. Et puis c'est son successeur à Marseille, aussi. Oui, bien sûr, dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, où il a réussi un score très impressionnant d'ailleurs aux législatives. Caroline Pilastre et Jean Dorido, vous croyez que ça va à l'implosion, LFI ? Non, je pense pas. En fait, c'est pour moi d'abord une guerre intestine et une guerre d'ego à celui qui remplacera, qui incarnera le mieux Mélenchon. Évidemment, ils n'ont pas été aidés avec les différentes affaires. Rappelons l'affaire Coquerel, l'affaire Quatennens, bien évidemment. Récemment, l'affaire Boyard, mais il y a aussi Daniel Obono avec le fameux « Mangez vos morts ». Ils sont outranciers, on sait depuis un moment, et pour moi, ils sont en train de se prendre le revers en fait de leur attitude depuis le départ. C'est le coup de bâton, le coup de massue. Avec les propos dernièrement de Clémentine Autain, qui a été reprise et taclée par Mélenchon, et inversement, c'est sûr que ça ne donne pas une bonne image du parti. C'est le vizir à la place du vizir pour moi. Et vous pouvez rajouter en point d'orgue l'affaire Boyard. Boyard Hanouna, Mélenchon, Hanouna. Donc, on ne sait pas comment ils vont pouvoir se retrouver autour d'une table et parler poliment, gentiment, de la suite à prendre au sein de ce mouvement. Parce que Mélenchon, de toute manière, n'est pas quelqu'un qui va durer ad vitam aeternam. Non, et Bompard, pour moi, n'a pas encore l'étoffe et le charisme de Mélenchon en termes de tribun.
Jean Dorido. Oui, non, mais peut-être pour compléter. Bon, d'abord, ça rappelle quand même qu'il n'y a pas de démocratie à l'intérieur de LFI. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. On a quand même c'est ce qu'ils disent d'ailleurs. C'est de très grands partis, LR, LPS, à la grande époque où ils faisaient vraiment des gros scores, qui faisaient des primaires, qui demandaient l'avis de chacun. Là, c'est vraiment le truc à l'ancienne, c'est l'extrême gauche, quoi. Il y a pas de démocratie. C'est un mouvement, il n'y a pas de démocratie. Oui, non, mais voilà, voilà, le patron impose, voilà, ses têtes, ses favoris, voilà, système stalinien pur jus. Et puis, oui, sur l'avenir, bon, ce garçon là, comme ça, qui prend la suite, qui est élu à Marseille. Je crois, de toute façon, aujourd'hui, la politique devient de plus en plus vraiment l'empire du marketing. On a vu notre président qui est devenu président sans l'appui d'aucun parti, quoi, qui a tout disrupté. Et je crois que, en fait, la question, c'est qui va être le prochain leader de la gauche, indépendamment de tous les partis. Et ça, je crois que personne ne peut le dire pour le moment. Justement, Bruno Cotrez, quand on sait que Clémentine Autain est finalement Ruffin, se voit en 2027 peut-être à la place du calife. Oui, bien sûr, l'élection de 2027 va aiguiser les appétits très vite, très tôt. Ceci dit, pour le moment, moi je serais plutôt toujours sur l'idée d'une nouvelle candidature Mélenchon. Il a envoyé des signes plus ou moins contradictoires sur cette question, mais pour arriver à obtenir dans l'opinion le crédit d'opinion de Jean-Luc Mélenchon, sa capacité à incarner la campagne présidentielle, quand vous voyez la progression de Jean-Luc Mélenchon de 2012 à 2022 dans les territoires, c'est assez impressionnant quand même, ce qu'il a fait. Il y a des départements, je pense au 9-3 par exemple, où les scores ont été véritablement très impressionnants dans les différentes communes et circonscriptions. Donc pour la France insoumise, c'est peut-être aujourd'hui davantage la question de comment faire vivre la NUPES et comment progressivement gouverner la NUPES de manière à lui faire dire au bout du compte peut-être qu'il n'y a qu'un seul candidat à la présidentielle de 2027. Et voilà aussi un autre sujet qui est effectivement celui de la place de la FI dans la NUPES et celui de la gouvernance et du fonctionnement de la NUPES qui sans doute va être un point capital pour la FI. Mais Bruno, je vous rejoins probablement. Il a déjà dans la tête une nouvelle candidature. Mais est-ce que vous ne croyez pas que si elle advenait, cette fois-ci, au sein de son propre camp, et notamment Cécile en a parlé, François Ruffin ou même Clémentine Autain ou d'autres, viendraient lui mettre des brisées dans les ambitions? Et est-ce que on ne pourrait pas craindre pour lui, sur un autre registre que Marine Le Pen, qu'au fond, il y ait une impossibilité structurelle à cause de sa personnalité de gagner? Sans aucun doute qu'à l'intérieur de la FI, les signaux qu'on est en train de voir, effectivement, nous disent quelque chose de ce point de vue-là. C'est-à-dire que des acteurs politiques comme Clémentine Autain, François Ruffin, bien identifiés, bien connus par les Français, commencent à dire moi, je veux aussi être, au fond, au premier rang pour 2027, c'est peut-être aussi une manière de faire pression sur Jean-Luc Mélenchon, d'obtenir en interne de la France insoumise un certain nombre d'éléments ou d'améliorations qu'il souhaite en termes de démocratie interne, par exemple. Mais de là à lui contrecarrer véritablement, à lui mettre des bâtons dans les roues, si Jean-Luc Mélenchon voulait être candidat à nouveau en 2027, peut-être que ça allait un peu loin. Après, la capacité de Jean-Luc Mélenchon à gagner la présidentielle, pour le moment, ce qu'on a vu, c'est une très importante progression, particulièrement entre 2012 et 2017 chez lui. En 2022, il confirme cette importante progression et surtout ce qu'on a vu jusqu'à présent chez lui, c'est la capacité à faire campagne présidentielle. Vous savez, l'élection présidentielle, c'est particulier, c'est pas pour tout le monde l'élection présidentielle, et c'est vrai que de ce point de vue-là, Jean-Luc Mélenchon a montré déjà à 2 reprises une capacité à attirer du vote utile. Vous savez, en fin de campagne, quand des électeurs de gauche totalement désorientés disent au fond, c'est quand même lui le meilleur candidat pour faire figure à la présidentielle. Et de ce point de vue-là, les autres candidats, s'ils voulaient le challenger, devraient sérieusement envoyer des signaux sur leur capacité à incarner le rôle présidentiel et la campagne présidentielle.
En tout cas, Leïla Chaibi, la patronne des Insoumis au Parlement européen, évoque quant à elle presque une purge. Donc, comme quoi. C'est fort ça comme mot. Voilà, ouais, c'est un petit peu. Ça rappelle un peu Staline. Merci en tout cas Bruno Cotresse d'avoir été avec Merci, nous, Bruno. un politologue, chercheur au CEVIPOF et le Centre de recherche de Sciences Po. Vous restez avec nous dans quelques instants. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux et on reviendra sur ce débat d'Eva Kaili, la vice-présidente du Parlement européen et qui est inculpée et écrouée hier pour des raisons de corruption qui seraient en lien avec le Qatar. À tout de suite.